Non, c'est normal. Full écran, donc c'est toi qui gères. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Ah, ça me va, mais complètement ça. Voilà. Alors, je vois que Bon, les dernières personnes sont arrivées. Euh, donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ici pour ce premier webinaire. On est ravi avec Catherine de vous accueillir pour parler de neuroatypie. Alors, un atout concurrentiel pour votre entreprise, c'est un sujet qui nous tenait à cœur à Catherine et moi pour plusieurs raisons. Euh, alors la première raison, c'est que Catherine, on se connaît depuis maintenant plusieurs années sur différentes actions dans le domaine de l'innovation. Et on s'est remarqué, on a remarqué très souvent qu'il y avait justement des profils qui étaient, euh, qui étaient peut-être neuroatypiques, ou en tout cas qui n'étaient pas encore identifiés comme neuroatypiques, mais en tout cas dans tout du moins atypique. le moins atypiques. Voilà. Je te laisse avancer sur l'aspect suivant. Donc, pour vous présenter un peu GoWiz, moi j'ai fondé GoWiz. Aujourd'hui, GoWiz, c'est une société qui apporte de l'expertise dans la gestion de l'innovation au sens large du terme. Donc, ça va des besoins spécifiques dans la gestion de la data, la gestion d'infrastructures assez complexes, jusqu'à l'innovation en passant par l'intelligence artificielle, jusqu'à la levée de fonds. C'est pour ça qu'il y a une partie private equity. Et aujourd'hui, GoWiz a, dans son portefeuille, rencontré un peu plus de 600 startups. Et la particularité de ces 600 startups, c'est que justement, dans les équipes qui sont fondées, ou en tout cas dans les recrutements qui sont faits au sein de ces startups, on se retrouve avec des profils qui sont en effet très pertinents pour les missions qui leur sont données. Et il y a une réelle mission, une réelle gestion de faire du onboarding de manière conséquente. Et je dirais que les nouvelles générations sont encore plus enclins à regarder justement cet onboarding parce que très souvent, on s'aperçoit qu'il y a d'autres quêtes qui sont recherchées que juste le salaire et on va dire l'environnement de travail. Donc voilà, aujourd'hui, donc on a des personnes qui souhaitent dire quelque chose et d'autres qui souhaitent avoir un résultat. Nous, on est là pour apporter le lien et créer des business. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qu'on peut apporter, mais c'est vrai que sur la partie gestion de l'innovation, la stratégie, développement de stratégie, la partie data, gouvernance et l'évidencement, voilà en gros les différents spectres dans lesquels nous œuvrons auprès des petites sociétés, mais également auprès des grands groupes qui regardent aujourd'hui avec intérêt justement l'agilité qui est nécessaire lorsqu'on parle d'innovation et lorsqu'on est amené à créer une équipe pour gérer cette innovation. Voilà, je te laisse avancer, Catherine, Ouais. s'il te plaît. Ok, donc moi, mon chemin parcouru, donc je suis Catherine Cornille. J'ai fait tout un parcours en communication. J'ai travaillé dans les plus belles marques de communication, RSCG, Saatchi, Publicis. J'étais directrice associée chez Publicis Consultant. On peut dire que oui, j'ai comptabilisé environ une vingtaine d'années de conseils strat auprès de grandes entreprises publiques et privées sur des sujets. Moi, j'avais une spécialité et je l'ai toujours d'ailleurs, c'est l'intérêt général. J'ai terminé ma carrière en tant que directrice de la communication de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai terminé en 2022. Et par ailleurs, parce que effectivement, je suis un esprit qui se satisfait, qui s'ennuie souvent et rapidement, j'ai été entrepreneur et j'ai été une entrepreneur engagée dans la food. Et enfin, en 2020, 21, j'étais diagnostiquée et testée HP-TSA. Et maintenant, ce qui a complètement réorienté ma vie et ce que j'avais envie de faire. Et je suis maintenant coach professionnel certifié et je suis experte en intelligence neuroatypique. Voilà. Et je suis ravie d'être là, que vous soyez là ce soir. Même si pour moi, c'est un vrai travail. Hein, c'est très stressant pour moi, pour une autiste, de faire ça. Alors, on vous avait posé deux questions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la neuroatypie avant ce webinaire? Et voilà, bah, c'est génial. 80%, à peu près 80% en ont déjà entendu parler. Et ce qui est encore plus génial, c'est que plus de 60%
en fait, travaille déjà avec 65%, travaille déjà ou a déjà travaillé avec des personnes neuroatypiques. Donc, c'est très intéressant parce que on va pouvoir partager nos expériences sur ce sujet. Voilà. Alors, si la personne pouvait couper son micro. N'hésitez pas à couper vos micros le temps que la présentation se fasse, s'il vous plaît. Ouais, c'est très gentil. Donc, comment définir la neurotypie? Déjà, ce n'est pas une pathologie. Voilà, ce n'est pas une maladie psychiatrique comme souvent on entend, mais c'est une variation naturelle du fonctionnement cérébral. Le nouveau wording c'est maintenant, on parle de troubles du neurodéveloppement. Donc, on est bien sur un trouble du fonctionnement et pas sur une pathologie. La neuroatypie, elle recouvre 4 formes principales. Il y en a plus, hein, mais elle en recoupe 4 formes principales. HPI, THPI, donc haut potentiel intellectuel, très haut potentiel intellectuel. Je rappelle qu'on est... tout ça, c'est des tests hein, qui sont normés avec des normes internationales on est considéré comme haut potentiel intellectuel à partir de 130. À 100, on est considéré comme normal. 130, on commence à rentrer dans le haut potentiel intellectuel jusqu'à 160. Voilà. Les THPI, c'est 145 et TTHPI, dans le jargon, c'est 160. Ensuite, il y a tous les troubles 10, donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, dysphasie et dysgraphie. C'est vrai qu'on communique, celui qu'on connaît le plus, c'est la dyslexie, mais il est souvent associé à d'autres 10, ce qui ne facilite pas l'apprentissage et ce qui ne facilite pas, bien évidemment, la lecture et l'écriture. Ensuite, nous avons le trouble de l'attention, TDAH, avec ou sans hyperactivité. Plus facile à reconnaître forcément quand il est avec hyperactivité, parce que c'est souvent des jeunes garçons qui ne tiennent pas en place. Et donc, ce sont des signaux d'alerte pour ou l'école ou la famille. En se disant, voilà, il y a peut-être quelque chose à surveiller et aller vérifier. Et enfin, il y a le TSA. Avant, on parlait d'Asperger et puis maintenant, on parle de troubles du spectre autistique parce qu'en fait, c'est vraiment un spectre. C'est comme une grande toile d'araignée en fait, entre les autistes qui ont une défaillance neurologique intellectuelle, une défaillance intellectuelle et ceux qui cumulent avec HPI ou THPI, il y a une grande différence. De pouvoir dire précisément ce qui relève, par exemple, du TSA ou de l'HPI. Parfois, on pense que ça relève du HPI, mais c'est TSA. Enfin voilà, c'est tout un spectre qui veut bien dire que on est loin d'avoir tout compris, tout identifié et tout analysé. Voilà, on est encore au démarrage, grâce aux neurosciences, on est quand même au démarrage de cette connaissance de ces personnalités atypiques. Alors, le chiffre, c'est quand même celui-là, c'est 15 à 20%. Beaucoup disent 20%. Voilà, j'ai préféré être à un chiffre 15 à 20%, mais vous lisez du 20% de la population mondiale est neuroatypique. Ce qui veut dire que c'est quand même 1 sur 5, ce qui veut dire que vos collègues, vos collaborateurs, vos managers sont neuroatypiques et vous l'ignorez, vous ne le savez pas.
voilà, parfois parfois on peut se dire, ouais, il est un peu bizarre lui, ou elle est un peu bizarre, elle réagit comme ça, sous tension, sous stress, elle a des réactions un peu violentes, ou elle est en mode action-réaction, c'est bon, elle est pas très cordiale, ou oh, elle est tout le temps dans la lune, celle-là, ou voilà. Vous faites ces genres de petites réflexions, et en fait, peut-être que ces personnes sont neuroatypiques et vous l'ignorez. Voilà. D'autres chiffres intéressants, on voit que c'est un sujet qui est en train de monter. C'est-à-dire qu'en 2018, seulement 10% des entreprises intégraient la neurodiversité dans leur politique RH. Voilà. En 22, 47% des employeurs, c'est du déclaratif, hein, 47% des employeurs prévoyaient renforcer leur pratique RH et leur programme en fait de neurodiversité. Et voilà, d'ici à 26, 71% des employeurs s'attendent à ce que la gestion de la neurodiversité augmente dans leur pratique RH. En fait, il y a effectivement une montée en puissance de ce sujet, déjà parce que les médias en parlent de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus de diagnostics, de plus en plus de tests, et que cette culture anglo-saxonne, parce que ce sont les Américains et les Canadiens qui ont été qui sont en avance sur la compréhension et la gestion de la neurodiversité. Ça commence à venir en France, et les entreprises dans je dirais dans leur stratégie globale, donc forcément RH, commencent à adresser le sujet. Alors voilà, il y a des entreprises qui ont pris de l'avance, c'est vrai. Alors beaucoup, comme je vous le disais, beaucoup des entreprises de la tech, alors pas JP Morgan et UBS, mais Microsoft, Google, j'ai pas mis HP, SAP. C'est vrai que beaucoup d'entreprises de la tech en Californie ont commencé à avoir tout l'intérêt en fait des autistes. Parce qu'ils ont des aptitudes incroyables à pouvoir justement repérer, identifier le dysfonctionnement, l'erreur, par exemple les erreurs de codage. Les autistes, ils sont super forts pour vous identifiez tout de suite les erreurs de codage. Ils sont aussi super forts parce qu'ils ils adorent le détail, et en fait ils peuvent travailler des heures sur sur des jobs qui qui relèvent de la tech. Et donc, toutes ces grandes entreprises ont compris l'intérêt et ont mis en place des programmes pour les attirer, pour les retenir aussi, parce qu'une fois qu'on a recruté, il faut aussi que le collaborateur se sente bien, s'il a envie de rester. Donc, voilà, il y a un mouvement, mais en France, on peut saluer, par exemple, le travail d'Orange, particulièrement honorable, puisque Orange a mis en place un programme pour la neurodiversité, ça s'appelle NeuroSteam, et ils ont signé un manifesto intégrant en fait dans la diversité et l'inclusion cette dimension de diversité cognitive. CGI aussi a intégré un programme pour les collaborateurs neurodivers, neuroatypiques, et SAP aussi en France, puisqu'ils ont un programme qui s'appelle Atypie at Work ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce sont des programmes qui gèrent les collaborateurs qui souhaitent se déclarer, parce que tout le monde n'a pas envie de se déclarer, mais ceux qui ont envie de se déclarer, ils peuvent bénéficier de ce programme d'accompagnement. Voilà. Après, la question de je me déclare auprès des RH ou pas, c'est une vraie question.
et que beaucoup d'autistes se posent. Voilà, moi je sais que j'ai des collègues, enfin j'ai des amis, des collègues autistes qui ont fait le choix de ne pas en parler. D'autres ont fait le choix, ils ont eu des mauvaises surprises après avoir déclaré leur autisme. Moi, pour ma part, j'en ai jamais parlé parce que de toute façon, comme je l'ai appris il y a 3 ans, ça valait plus le coup d'en parler. Alors, pourquoi il y a un réel intérêt à s'intéresser à ces profils? Pourquoi les entreprises ont un réel intérêt à s'intéresser d'une manière plus précise et avec plus oui, à ces profils? C'est parce que en fait, les entreprises, elles s'arrachent quoi en ce moment comme soft skills? Elles cherchent des gens autonomes, des gens qui sont, et on l'a vu pendant la Covid, super adaptables, super flexibles. Forcément, vu les conditions dans lesquelles l'entreprise est obligée de prendre des décisions en ce moment et de gouverner l'entreprise, elle doit aussi s'appuyer sur des résolutions de problèmes complexes. On l'a vu, hein, on évolue dans un monde VUCA et donc tous les problèmes sont beaucoup plus complexes qu'avant. On connaît cette obsolescence des connaissances, c'est-à-dire que on connaît pas la moitié ou les 3/4 des métiers qui vont exister en 2030. Donc ça veut dire qu'il y a une obsolescence en fait des compétences. Et donc les entreprises recherchent cette capacité à apprendre rapidement. Elles recherchent bien évidemment la créativité et l'inventivité parce que pour se différencier par rapport à la concurrence et pour craquer aussi des problématiques en marketing, en business model, il faut être un peu créatif. Et elle cherche de l'esprit critique, c'est-à-dire cette capacité par rapport à un fond de connaissances, de faire la part des choses, par rapport à ce qui vient d'une manière assez directe, prendre un peu de recul. L'esprit critique, c'est quand même très important. Le sens du service, c'est-à-dire, on le voit bien chez le sens du service, on le voit chez les autistes, sont généralement des individus qui sont assez dénués ils n'ont pas de surmoi, donc ils sont ils ont un ego assez bas et ils ont plutôt le sens de l'intérêt général, du bien commun. C'est ça le sens du service, c'est s'intéresser à un moment à l'entreprise, au sens collectif, au collectif, et pas juste à sa carrière et juste à son salaire. Et l'engagement, on le voit bien, les entreprises ont besoin d'engagement parce que on en entend parler tous les jours, entre les démissions, entre ceux qui restent en place mais qui en font le minimum parce qu'à un moment ils adhèrent plus aux valeurs ou l'entreprise ne les séduit plus ou plutôt ils ne font plus confiance en fait à l'entreprise. Donc l'entreprise cherche de l'engagement parce que c'est grâce à cet engagement que l'entreprise elle peut faire de la transformation. C'est grâce à cet engagement que l'entreprise elle crée de la valeur et elle reste au top dans son secteur. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait ces soft skills que les entreprises s'arrachent sont les soft skills qui sont reconnus des neuroatypiques. Quand on parle de résolution de problématiques complexes, il faut avoir une vision systémique pour résoudre une problématique complexe. Et les HPI, les Asperger, ils ont cette vision systémique large qui prend en compte effectivement tous les critères de la problématique. Orienter solution. Oui, les TDAH, les 10,
sont orientés solutions. Pourquoi? Mais quelque part, tous les neuroatypiques, on a tellement galéré, en fait. On a tellement galéré pour s'adapter, en fait. Donc, on fait preuve énormément d'adaptabilité, puisqu'on a toujours été en suradaptation. Donc, quelque part, on est tous des rois et des reines de l'adaptabilité, puisque le système normaux-pensant nous a demandé de nous adapter. Et en fait, ce qui est génial, c'est que il faut voir ça d'une manière très très positive. On a aussi dans ce modèle contraignant développé énormément de compétences, énormément, au-delà généralement de ce que l'on pense, notamment l'adaptabilité, le fait qu'on est tout le temps en train de rechercher des solutions parce que c'était pas simple pour nous. La vie était, enfin, professionnellement ou à l'école, c'était pas évident. Donc on était tout le temps en train de se dire, ok, comment je vais faire? Ok, j'arrive pas à faire ça, mais comment je peux faire pour avancer, quoi. L'apprentissage. Alors, peut-être que les 10, c'est plus compliqué pour eux, mais ils ont développé tellement d'autres compétences. Mais c'est vrai que pour les autistes ou pour l'apprentissage, on a tout le temps été obligé d'apprendre. Énergie, les TDAH ont énormément d'énergie. Parfois même on leur reproche leur énergie. L'agilité, ça va avec l'adaptabilité, avec la souplesse, avec la flexibilité. La résilience, forcément, si on est là ce soir, c'est qu'on est un peu résilient. Sinon, on n'aurait pas dépassé voilà, enfin pour moi, j'aurais pas dépassé la moitié de ma vie. Donc, je dois être résiliente et créatif. Et ben oui, parfois on dit, oui, les TDAH et les 10 sont reconnus pour être très très créatifs. Par exemple, mais il y a, voilà, la créativité, je pense, elle se partage aussi. On dit que les autistes sont moins créatifs. Bon, l'inventeur des Pokémon, qui est un japonais, est autiste. Donc, je le trouve assez créatif. Voilà. Après, on parle énormément dans les neuroatypiques, on parle énormément des Elon Musk, des Bill Gates, des Zuckerberg, Greta Thunberg. Et avec Fabrice, on s'est dit, oui, c'est bien. Bon, déjà, certains font peur quand même, mais avec Fabrice, on s'est dit, allons chercher des personnalités qui sont, voilà, sur lesquelles on puisse plus se projeter facilement. Prenons par exemple Alexia Laroche-Joubert, qui est une productrice de télé très connue. Voilà. Je vous laisse lire le verbatim. Dyslexique, j'ai appris à lire et à écrire à 11 ans. Bon. Et c'est une productrice de talent qui a très bien réussi. Jean-Claude Legrand, ce monsieur est aussi dyslexique et en ce moment, c'est le VP RH de L'Oréal. Et en ce moment, c'est vrai qu'il fait beaucoup il a fait son coming out et il y a beaucoup d'actions chez L'Oréal sur les neuroatypiques et il n'hésite plus maintenant à parler de sa dyslexie et de son parcours, alors qu'avant c'était un peu honteux et que voilà, il préférait le cacher. Michel Simès, que vous devez reconnaître, producteur et animateur très connu de télé, médecin aussi, voilà, TDAH. Ça l'a pas empêché, voilà, d'être médecin, chirurgien et super producteur et animateur. Quant à Paul Elkarat, c'est le champion du jeu Les 12 coups de midi, que je n'ai absolument jamais suivi, mais il est autiste et c'est un super chroniqueur sur RTL. Et lui dit, ma tête est organisée comme une bibliothèque. Voilà, c'est un peu, c'est vous, c'est moi, sauf que eux sont peut-être plus, ont des postes qui sont plus
plus en lumière, mais voilà, ils ont tous réussi. Alors, en fait, quand on veut, quand on commence à s'intéresser à la neurodiversité en entreprise et qu'on se dit effectivement qu'il y a un intérêt, à la fois concurrentiel, qui a un intérêt différenciant, qui a un intérêt sur effectivement la stratégie de l'entreprise, sur sa marque employeur, etc. Généralement, ça part du COMEX, quoi. Il y a quand même une volonté qui doit partir du plus haut de l'entreprise, d'intégrer la neurodiversité à la stratégie. Et généralement, l'impulsion, l'intention part du COMEX. Et puis ensuite, voilà, cascade, CODIR, mais aussi des directions comme la direction RSE, parce que dans le S de RSE, c'est vraiment ça, c'est social et sociétal. C'est vraiment un enjeu social et sociétal, la neurodiversité et l'inclusion. Et puis on arrive ensuite à des directions des RH qui effectivement ont à gérer ce genre de profil sans souvent savoir très bien comment faire, ou très bien comment savoir les recruter, etc. Ensuite, pour toutes les équipes RH, les RH, les équipes, les managers, en fait, il y a un gros travail de sensibilisation à ce sujet, à ce type de profil, et c'est souvent de la méconnaissance ou de la méconnaissance, mais aussi des clichés, mais aussi des idées reçues, des croyances sur les autistes, sur les TDAH, etc. Donc il y a un travail en fait pour accueillir, pour faire collectif, en fait, pour travailler ensemble. En fait, il faut accueillir la différence. Et cette différence, elle est invisible. Donc, déjà que c'est compliqué d'accueillir la différence visible, mais quand la différence est invisible, c'est encore plus complexe. Donc, toutes ces équipes, tous les managers et les équipes RH, elles ont besoin en fait d'être sensibilisées et d'être informées, formées sur ce sujet pour que ça puisse marcher. Pareil, hein, les talent managers, c'est encore plus précis, mais un talent manager, c'est quelqu'un qui, je vais pas, si je vais le préciser rapidement, mais vous le savez, ça gère la carrière des salariés. Bon. Quand vous êtes neuroatypique et que votre talent manager, il sait absolument pas ce qu'est un HPI Asperger, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Et donc forcément, vous aurez jamais les bonnes formations, jamais. Vous serez jamais proposé à des promotions. Jamais. On dira toujours, ah ouais, il ou elle est super intelligente. Ouais, elle est super intelligente. Et puis, ouais, mais ouais, non. En fait, non. Voilà. Et parce que c'est pas une critique, hein, c'est parce que en fait, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les clés de compréhension. En fait, il y a juste, je réagis ou je me fais un avis sur quelque chose que je ne connais pas. Du coup, c'est souvent quand même à la défaveur du collaborateur neuroatypique. Voilà. Donc là aussi, il y a dans les entreprises une nécessité en fait de conseiller et d'accompagner les talent managers.
Et ensuite, là, c'est très opérationnel, c'est au sein des équipes. Forcément, puisqu'il y a entre 15 et 20%, forcément, il y a des neuroatypiques. Alors, parfois, tout va très bien, mais parfois, voilà, ça gratte, quoi. Il y a un peu de friction, il y a un peu de tension. Et pas simplement des tensions comme ça qui sont normales, mais généralement des tensions qui viennent en fait de comportements, des crispations qui n'ont pas été résolues parce que de part et d'autre, on ne parle pas le même langage. Donc, ça va être par exemple voilà, un collègue qui veut jamais venir à la machine à café parce qu'il ne comprend pas pourquoi il devrait aller à la machine à café pour pour faire le social talk, qui est très important. Il ne comprend pas. Un autiste ne comprend pas pourquoi on a besoin de parler du temps, donc de la météo, de ce qu'on a fait pendant son week-end avec ses enfants et ce qu'on a mangé la veille. C'est incompréhensible. C'est pas de mépris, hein. Il n'y a pas de mépris. C'est un manque de sens. Il ne comprend pas le sens. Donc forcément, ce collaborateur, ce collègue, il va jamais aller à la machine à café. Forcément, ça va l'exclure. On va commencer à dire ouais, mais t'as vu, elle vient jamais. Mais t'as vu, c'est quand même bizarre. Mais pourquoi elle vient pas? Elle est bizarre. Voilà. Voilà. Ensuite, ça peut et voilà, il va y avoir des petites. Il y a des petites tâches qui se font, petite tâche par petite tâche. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir avec un manager des consignes qui ont été données et qui ne sont pas claires. Et là aussi, ça peut générer des incompréhensions de part et d'autre, ou avec un TDAH qui est très en mode action-réaction. Si vous lui dites quelque chose, il va tout de suite monter dans les tours parce que s'il gère mal, s'il n'a pas encore appris à bien gérer son impulsivité, il va tout de suite réagir et ça va partir, comme on dit, en sucette, quoi, parce que voilà. Mais tout ça, en fait, quand on sait quelles sont les spécificités des uns et des autres, que ce soit du monde neurotypique ou du monde neuroatypique, si on fait un partage moi ce que j'appelle un partage de représentation et de cadre de référence, en gros, je te donne mes codes, tu me donnes les tiens, voilà, ensuite on est adulte et on sait très bien qu'on va pas donner, je sais pas, on va pas donner un verre de vin à un nourrisson, voilà. Mais si on le sait pas, on le sait pas. Une fois qu'on le sait, en tant qu'adulte responsable, collaborateur responsable, manager responsable, on va se dire ok, il faut que j'adapte. J'adapte mon comportement, que j'adapte la manière de demander les choses. Il faut que je demande aussi quels sont les besoins de ces personnes neuroatypiques. Quels sont les besoins? Comment elle a envie que je communique avec elle? Est-ce que c'est par mail? Moi, par exemple, je demande qu'on communique beaucoup par écrit parce que c'est très important pour moi l'écrit. Et des débriefs orales, je savais pas avant, mais maintenant j'ai compris. C'est pas possible. Un débrief, il se fait par écrit parce que je dois analyser les mots, parce que je dois, voilà, je passe du temps pour analyser le débrief. Si on me le fait oralement, j'ai plus rien. C'est très perturbant. Donc, en fait, il y a des modes opératoires qu'il faut mettre en place entre tous, en disant, OK, toi, tu as envie que je communique comment avec toi, et par quel canal? Quel est ton canal de préférence de communication? Il y a aussi, moi, je sais que dans un groupe, je ne sais pas si Valérie est là, mais dans un groupe de neuroatypiques, on avait rempli un tableau en disant, OK, quels sont vos
préférence de canal de communication et à partir de quelle heure on peut vous envoyer un message et à partir de quelle heure on ne peut plus vous envoyer de messages, etc. C'est-à-dire que, parce que ça peut générer, pour certains profils, ça peut générer énormément de stress de recevoir un WhatsApp à 7 heures du mat'. Voilà. Alors que le TDAH, lui, il a une idée, il écrit, hop, 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 qu'il soit 5 heures, 6 heures du mat', il n'a pas de... voilà, s'il gère pas son impulsivité, ça vient même pas dans son esprit, mais d'autres recevront ça comme une agression de recevoir un WhatsApp à 6 heures du mat'. Donc, c'est pas grand-chose, hein. C'est comme quand on demande à des amis qui viennent dîner chez vous, est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Voilà. Et qu'on vous répond, ça vous viendrait jamais à l'idée de voilà, moi je suis allergique aux fruits de mer, si je vous le dis, vous ne me ferez jamais des fruits de mer. Voilà, c'est ça en fait, c'est pas non plus, c'est des petites choses, mais qui transforment en fait la manière de travailler ensemble. Parce que c'est bien ça en fait. Parce que les profils neuroatypiques, je pense, sont très attachés au travail. Ils adorent le travail, ils adorent travailler. C'est pas un problème de travailler, au contraire. Mais en fait, ils ont des besoins qui sont spécifiques et qui, la plupart du temps, ne sont pas respectés. Et du coup, les met quand même dans des positions ou de burn-out ou de sortie de route, voilà, qui sont dommages parce qu'en fait, ils ont toute leur place dans l'entreprise. Et parce qu'on connaît mal ces profils et ces personnalités, on a du mal aussi à leur ouvrir voilà, les portes de l'entreprise et à leur proposer des postes qui leur conviennent parfaitement. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qui convient parfaitement à qui. En fait, on est sur de la... Il y a un besoin de personnalisation. En fait, ce que nous apprend les neuroatypiques, et c'est génial, mais parce que moi, je suis convaincue que les besoins des neuroatypiques sont les besoins de tout le monde. Sauf qu'ils sont tellement plus... on est tellement plus sensible, on est tellement plus voilà, sensible et en réaction que, en fait, ce que les autres, ce que la norme considère comme normal, nous, on le trouve comme anormal. Mais si on adoptait les normes des neuroatypiques à tout le monde serait super content. Et on l'a vu par exemple, quand il y a des aménagements environnementaux de travail, moins de bruit, moins de lumière, des endroits pour se retrouver, se recentrer, s'isoler. Mais ça plaît à tout le monde, ça plaît pas qu'aux neuroatypiques, ça plaît à tout le monde, forcément. Tout le monde a envie de vivre dans le calme, tout le monde a envie de vivre dans un univers qui n'est pas agressif au niveau visuel, qui ne nous pollue pas l'esprit, tout le monde. Il se trouve que les neuroatypiques ont cette caractéristique de réagir fortement. Et je pense que tout le monde serait ravi qu'on lui demande, dis donc, je peux t'écrire sur WhatsApp ou tu préfères WhatsApp ou tu préfères un mail? Parce que forcément, un mail, c'est moins intrusif que WhatsApp. Est-ce que tu veux que je t'appelle? Je peux t'appeler? Ou est-ce que c'est... Je pense que si on en arrivait à ce niveau de civilité, parce que ça relève de la civilité quelque part, il y aurait beaucoup... Le travailler ensemble serait facilité. Voilà, et tout ça, en fait, ça passe par de la pédagogie.
beaucoup de pédagogie, en fait. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Catherine. Alors, avant de laisser la parole, si vous voulez bien, juste lorsque vous voulez prendre la parole, juste dans le parti chat, il y avait des petites icônes. Il y a demander la parole, demander à parler, donc de façon à ce qu'on puisse organiser un peu la prise de parole pour ceux qui ont des questions. Moi, j'avais juste une question, le temps que justement il y ait possiblement un intervenant du côté de l'audience. Tu parlais tout à l'heure d'apporter les clés de compréhension auprès des managers. Euh, Concrètement, lorsqu'on est un manager et qu'on n'a aucune conscience de tout cela et on travaille avec des gens qui sont exceptionnels professionnellement, mais qui, au niveau du comportement, ont des réactions qui sont incomprises par le manager. Quels sont les éléments qui peuvent être mis en place par ces managers ou qui peuvent être donnés par les directions des ressources humaines de ces sociétés auprès des managers pour qu'il y ait une prise de conscience de cela. Quelles sont les actions concrètes? Est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que c'est, je sais pas, des relations, des jeux éventuels? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui peuvent être mises en place? Oui, bien sûr. On peut. Alors, il peut y avoir des interventions d'urgence quand il y a clash dans une équipe, quand il y a clash entre un manager et un collaborateur, et que il y a où le collaborateur a dit qu'il était neuroatypique, où il y a un faisceau de présomption pour dire il est neuroatypique. Il peut y avoir une intervention auprès des deux en parallèle, un accompagnement du manager et un accompagnement du collaborateur sur quelques séances. Et ensuite, il y a une médiation, justement, organiser une médiation pour se transmettre les codes. Voilà. Donc ça, c'est possible. Après, il y a d'une manière plus générale d'organiser des formations pour les managers, pour qu'ils deviennent des managers neuro-inclusifs. C'est-à-dire qu'ils intègrent, en fait. Je sais qu'on demande beaucoup aux managers, mais ils auront de plus en plus, parce que la Gen Z, là, il y a beaucoup de neuroatypiques dans la génération Z. Beaucoup, encore plus que notre génération. Et donc, ils vont devoir gérer des jeunes femmes et des jeunes hommes neuroatypiques qui seront très exigeants. Donc, voilà, cette culture du management inclusif, neuro-inclusif, il faut l'acquérir. Il faut absolument l'acquérir. Et c'est pas, pour moi, ça me semble simple, mais en fait, c'est juste accepter le cadre de référence, comprendre et accepter le cadre de référence de l'autre, et ne pas simplement envisager son management qu'à travers ses propres lunettes. Voilà, changer de lunettes ou descendre de sa colline et monter sur la colline de son collaborateur neuroatypique. Et après, on le comprend mieux. Ça dégonfle énormément les tensions, hein, quand même, de savoir ça. Et c'est ce qui permet de générer la performance derrière. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas dégonflé ça, on ne peut pas générer la performance. Bah non, parce que tu travailles pas, parce que tu travailles pas en collectif. Ok, tu fournis un travail, mais on sait très très bien que la performance et la valeur, elles se créent parce que par la force et l'intelligence collective. À partir du moment où tu as qu'une collection d'individus, en plus avec des individus avec lesquels tu vois t'es pas très proche, forcément tu crées moins de valeur. Très bien. Et moins de valeur parce que moins d'engagement. Moins d'engagement. Ok, je fais mon taf et puis voilà, c'est tout. Ouais, je comprends. Et puis il y a une perte de confiance après éventuellement dans la société dans laquelle on travaille aussi, c'est sûr. Ah bah, pour les neuroatypiques, c'est très important la confiance. Ouais. C'est la base, c'est notre contrat de base, le contrat de confiance. C'est vraiment le contrat de confiance,
tous les neuroatypiques t'en parleront. Hein. Je vois Céline qui dit c'est la base. Il y avait une réponse aussi à un commentaire de la part de Gilles qui disait Gilles Huclier qui disait l'autonomie me semble un critère très sujet à caution lorsque l'on parle de neuroatypie. Quant à l'esprit critique, Ouais. il est évoqué comme un bienfait. Il est souvent in fine mal accepté. Ouais. Il est pris pour une remise en cause de la hiérarchie. Et c'est vrai que quelque part, il y a beaucoup de jeux d'ego aussi par rapport à tout ça. Donc, ouais. Je comprends tout à fait ça. Oui, mais je comprends. L'esprit critique n'est pas la critique. Hein. On est d'accord. L'esprit critique n'est pas critiquer son manager ou son dirigeant. L'esprit critique, c'est à partir de données, de données rationnelles, de pouvoir avoir du discernement. L'esprit critique, c'est plus de discernement que de la critique. Voilà, c'est faire la part des choses. Voilà. Avoir du discernement, c'est faire preuve, c'est potentiellement pouvoir faire preuve d'esprit critique par rapport à une situation donnée. Dans l'urgence, par exemple, où il va falloir prendre une décision rapidement. OK, on a tous les éléments et comment, voilà, on construit son raisonnement, on se fait une idée et donc il faut bien un sens critique par rapport, prenons les médias avec tout ce qu'on et l'actualité. Il faut un sens critique. Sinon, vous faites polluer, envahir, etc. Donc, c'est le sens critique dans le sens discernement. Gilles. Très bien. Une question également de l'audience qui est vers qui se tourner pour un diagnostic en dehors de l'entreprise. C'est important, ça, c'est vrai. Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais de toute manière, ce n'est pas. Oui, de toute manière, ce n'est pas l'entreprise qui va vous diagnostiquer. D'accord. Et moi, et c'est pas son rôle d'ailleurs. Et je vous déconseille voilà, parler de votre neuroatypie dans l'univers professionnel. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir avant d'agir. Hein. Ensuite, pour se faire diagnostiquer, alors je ne sais pas si c'est HPI ou si c'est autiste ou si c'est TDAH, ça peut être des neurologues, ça peut être des psychiatres, des neuropsychiatres, voilà, des psychologues qui sont certifiés et qui peuvent faire passer des tests de HPI. Très bien. Je passe la parole à Bradley qui demande à prendre la parole. Donc, Bradley, bonjour, si vous voulez interagir. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir pourquoi vous dites qu'il y a de plus en plus de profils atypiques dans les années à venir, s'il vous plaît. Parce que en fait, il y a en fait, parce que l'accès au diagnostic et au test est facilité. Donc, c'est pour cette raison que on voit le nombre augmenter. Avant, c'était compliqué. Enfin, vous voyez, ma génération, on n'en parlait même pas. Et même, voilà, mes enfants qui ont 20 ans, une vingtaine d'années, ils sont passés sous tous les radars. Hein. Enfin, c'est des filles, ce qui est assez normal, mais sous tous les radars. C'est parce que c'est compliqué d'identifier et de repérer. Mais maintenant, dans les écoles, il y a des formations des professeurs d'école. Le gouvernement a mis en place un programme pour justement ces TND assez important. Pour effectivement permettre à tout un réseau, en fait, au réseau des médecins généralistes, des maîtres, enfin des professeurs d'école, de se dire oh là,
voilà, qui prennent conscience que peut-être que là, ils sont devant un enfant qui représente. Et c'est pour ça que ça augmente. C'est parce que, en fait, la connaissance et l'accès au diagnostic est facilité. D'accord, très bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Éventuellement, il y a des commentaires au fur et à mesure des personnes. Et sinon, je voulais dire, ça c'est le chemin, enfin pour la médecine privée, mais si vous avez envie de la médecine publique pour faire prendre en charge ça par la sécurité sociale, il y a tout ce qui est les centres médicaux psychologiques, les CMP. Voilà, vous pouvez aussi, il y a aussi un chemin, un parcours public, hein, bien sûr. Il n'y a pas que le parcours privé qui coûte cher. Enfin, qui coûte cher quand même. Très bien. Céline, je vous donne la parole. Hop. Je prends mon micro. Bonsoir. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Je dis Catherine parce que ouais. je suis venue dans une autre vie. Oui. Catherine, en effet, était en agence de com. Je pense qu'on s'est assez vite repéré comme étant atypique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des réactions qui ne sont pas les mêmes que les autres au même moment. On ne se pose pas les mêmes questions, on n'a pas le même cheminement et on n'a pas les mêmes réactions. Et chaque atypique est différent, chaque personne est différente. Donc, il y a une forme de normalisation qui est compliquée à mettre en place dans une entreprise, dans le sens où chaque profil a une façon de réagir différente. Chez certains, il y a une forme d'hypersensibilité, chez d'autres, une forme de non-sensibilité, ce que tu disais tout à l'heure, Catherine. C'est-à-dire certaines personnes n'ont pas envie d'échanger avec les autres, se renferment complètement, n'aiment pas d'ailleurs être en société. Alors, bonjour l'open space, cet endroit, cet enfer, pour tous les salariés d'ailleurs. Et moi, la question que je me pose, c'est comment réussir à faire en sorte que cette spécificité, qui serait la même pour moi que de dire que quelqu'un, par exemple, est trilingue ou j'en sais rien, pour moi, c'est une spécificité. C'est pas en effet, comme certains le soulignaient, un diagnostic dans le sens médical, c'est une spécificité. Et comment faire en sorte que les RH la prennent en compte sans qu'ils considèrent que ce soit un frein au bien-être de l'entreprise, c'est-à-dire que s'il faut plus investir, parce que tout est une question de coût, est-ce que c'est plus intéressant d'investir sur quelqu'un qui est HP? Est-ce qu'on, pour ceux qui n'aiment pas le bruit, on leur prend un casque pour qu'ils puissent s'isoler plus facilement? Je prends des exemples tout simples. Hein. Ouais, mais... Voilà, par exemple, ça va être des choses comme ça. Et ça va être aussi le fait que l'agressivité, par exemple, chez certaines personnes, leur façon de présenter les choses ou d'être, peut-être aussi leur apprendre, s'ils sont dans cette critique qui est forcément une critique qui peut être mal perçue, comment on peut faire en sorte justement de leur apprendre, parce qu'il n'y a pas le RH, s'il y a une solution, s'il y a une petite guerre, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils voient les choses en entreprise, entre salariés, etc., ils ne vont pas comprendre pourquoi. Ils vont chercher, eux, ils veulent la paix. La seule chose qu'ils veulent, c'est la paix et pas être embêtés. Donc, comment on peut leur donner des clés si la personne elle-même ne sait pas qu'elle est neuroatypique? Si ça se trouve, la personne en face aussi peut l'être, mais c'est deux opposés. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on fait en sorte que dans les entreprises, il y ait de plus en plus de tests, ce que posaient comme question certains? Est-ce que ça fait partie des choses? Et comment on fait en sorte pour que les RH se posent de plus en plus cette question-là? Voilà. Ouais. Merci Céline, je suis ravie que tu sois là, merci d'être là. Sympa. Plaisir. En fait, c'est encore une fois, c'est une question de sensibilisation et de pédagogie et d'information, si tu veux. À partir du moment où dans les entreprises, tu fais des ateliers comme ça, tu proposes comme ça plusieurs fois par an des ateliers, des neurotalks, ateliers sur la neurodiversité, etc. Les collaborateurs, forcément, ceux qui se posent les questions, parce que quand même, quand on est neuroatypique,
au bout d'un certain moment, on se dit, bon, c'est quand même bizarre. Je me sens quand même, voilà, je trouve pas ma place. Enfin, voilà, je me sens toujours un peu en décalage, un peu beaucoup en décalage. Donc forcément, si la communication autour de l'atelier sur la neuroatypie est bien faite, elle porte sur les manifestations et les symptômes entre guillemets de ce genre de personnalité, bah, tu vas venir, tu vois, tu vas commencer à venir quand tu es collaborateur. Ok, et donc tu vas dire ah ouais quand même, ah ouais, après l'atelier, ah ouais quand même, ah ouais, bon, et tu vas continuer ton chemin, tu vois, et c'est pareil pour les RH. Les RH, elles ont besoin d'informations, elles ont besoin tu vois, de repères. Tout le monde a besoin de repères. Tout le monde a besoin de culture, en fait. C'est de l'acculturation qu'il faut faire, là. C'est un peu de l'évangélisation, c'est-à-dire de acculturer l'entreprise pour que ensuite, si tu veux, ce qui a été fait sur d'autres sujets, diversité et inclusion. Je suis désolée, mais LGBT, QIH, QAI, bon, excusez-moi, mais ça fait longtemps qu'ils interviennent, qu'ils sensibilisent, qu'ils informent, ça fait longtemps qu'ils informent sur cette différence. La différence invisible, la neuroatypie, c'est une différence invisible et ça fait pas beaucoup de temps qu'on parle de ça. Et c'est compliqué en plus parce on voit bien, on parle de quoi? De neuroatypie, de diversité cognitive. Déjà au niveau des mots, on voit qu'il y a tout un espace d'utilisation de mots très différents. On voit bien que c'est en train de se construire. Donc, on a besoin, c'est un sujet qu'il faut porter sans cesse. Et d'une manière, calme. Hein, l'idée, c'est pas neuroatypie contre neurotypie. L'idée, c'est comment on fait pour vivre mieux ensemble et surtout là, pour travailler ensemble encore mieux. Et donc voilà, donc si ta RH, elle est un peu, si elle a, tu vois, elle a ouvert deux, trois, elle a branché, connecté 2-3 neurones. Si tes collègues, eux aussi, commencent à se poser des questions parce qu'ils ont entendu parler ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Très bien. Il y avait Gilles qui répondait sur justement, qui faisait un commentaire qui était qui est le suivant: le sentiment de décalage et autres est tout de même assez complexe à interroger par soi-même, car il peut tout à fait être teinté par des critiques peu éclairées de l'entourage, forgeant de fausses convictions, tout comme le syndrome de l'imposteur n'est pas à prendre à la légère. Pour ma part, je n'ai fait mon test neuropsychologique qu'à 38 ans. Ça, c'est le commentaire de Gilles. Qui est actif en effet sur le chat. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement dans l'audience? Non. Donc, oui. Alors évidemment, oui, il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole? Tout à fait. Moi, Oui. c'est plus une expérience personnelle, c'est à l'école. Comme vous l'avez dit, les neuroatypiques ont des compétences exceptionnelles. Moi, la plupart du temps, quand j'ai commencé à en parler, moi, je l'ai su depuis mon enfance. Et depuis un certain temps, j'en parle publiquement pour changer les choses, les situations de travail, les situations à l'école, etc. Et j'en ai beaucoup parlé dans ma sphère de scolarité. Et je ne sais pas si c'est un pressenti, mais le fait qu'on connaît ces compétences-là, qui sont dites exceptionnelles, j'ai peur que ça crée des conflits ou un manque par exemple, de nous mettre encore plus isolés qu'on est aujourd'hui. Vous voyez? Ouais, très bien. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut y aller. Il faut y aller mollo. C'est vrai que dire ouais, je suis THPI qu'est-ce que je galère, les gens te regardent en disant mais ça va pas quoi. Mais tu te prends pour qui quoi parce que on pense que dès qu'on est HPI, THPI, on est obligé de réussir.
On est obligé d'être heureux. Et on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on est surdoué, entre guillemets. Enfin, et oui, ça génère encore une fois, c'est de l'incompréhension. Donc forcément, ça génère de la jalousie, de la frustration, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie et il faut pas effectivement, enfin, c'est mieux d'accompagner en fait ces acronymes d'un ensemble de connaissances, parce que effectivement, ça peut faire peur. Quand vous dites je suis HPI Asperger, ça fait peur. Voilà. Donc, il faut accompagner tout ça d'une manière assez ronde, je dirais. D'accord, merci beaucoup. Merci Bradley. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuelles? Non, c'est bon. Juste pour vous dire que si, Najwa, on va vous donner la parole. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Moi, j'aurais une question un petit peu plus concrète au niveau des actions. C'est-à-dire que nous, à notre petite échelle, effectivement, on se sent concerné et tout ce que vous avez pu dire, eh bien, je pense qu'on s'y retrouve à 150%, vraiment, que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit au niveau du rapport au management ou aux autres collaborateurs. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est comment on peut sensibiliser, que ce soit au niveau scolaire, comme le disait la personne précédente, ou au niveau professionnel. Est-ce que on essaye d'intégrer une sorte de collectif pour libérer la parole et diffuser l'information, la pédagogie, la sensibilisation sur ces thématiques-là, ou alors voilà, vous faire connaître vous si vous avez une entreprise et que vous intervenez auprès des DRH. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer la cause, entre guillemets? Ouais. Alors, niveau scolaire, vous êtes, c'est pour vos enfants? Vos enfants sont en primaire? C'est pour les enfants et pour moi. Moi, en fait, j'ai été diagnostiquée ça arrive très souvent, c'est suite au diagnostic d'un de nos enfants. Ouais, c'est pareil. Oui. Non, je veux dire, c'est pour intervenir. Vos enfants sont en primaire, Oui, j'ai 2 enfants au collège et un enfant au primaire. Donc là, il y a effectivement de sortes de PAP qui se mettent en place, et c'est des PAP légers parce qu'ils sont pas en échec scolaire. Ils sont TDAH mais en même temps HPI. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et donc effectivement, les professeurs ne comprennent pas. Parce que quand on dit « Ah, mon enfant est TDAH », « Oh non, pas votre enfant. » Non, peut-être d'autres, mais pas votre enfant. Parce qu'il y a des idées préconçues, même au sein du… au sein du… Alors, ce que je vous conseille, c'est si vous vous sentez en affinité avec un professeur, avec la directrice de l'établissement, etc., ou avec une maman qui est maman déléguée ou un papa qui est papa délégué, enfin bon, bref, de commencer à aborder ce sujet et de proposer. Il y a des syndicats, non? Il y a la PEP. Alors, si vous me permettez, non, pour moi, ça s'est extrêmement bien passé. On a une super directrice. L'idée, c'est comment faire connaître de manière plus large cette thématique. Voilà, ce que je dis, c'est que vous proposez à la directrice de faire un atelier. Ah ouais. Voilà. Avec vous?
Bah, si vous voulez, c'est sur Paris, c'est pas. C'est en région parisienne, mais comment vraiment, voilà, élargir ce, Moi, je peux voilà. intervenir. Voilà, je veux bien intervenir. Et sur les entreprises, oui, j'ai une entreprise et j'interviens effectivement. J'interviens auprès des entreprises pour les sensibiliser, pour mettre en place un programme d'action, si vous voulez, à l'intérieur de l'entreprise. D'abord travailler avec la DRH pour faire un audit et ensuite voir en fait ce qu'il est préférable de faire, si vous voulez. Vous voyez, pour le bien de l'entreprise et des collaborateurs. D'accord. Et vous proposez éventuellement aussi des sortes de séminaires, voilà, pour former plusieurs écoles en même temps, par exemple plusieurs directeurs. Tout ça, en effet, en ça distanciel. Oui. Ben, vas-y, Fabrice. Non, mais ce que disait Catherine, en effet, l'idée, c'était justement de vous présenter les différentes actions qui étaient possibles au sein des structures, hein, quelle que soit la structure, et puis derrière, en fonction du besoin, parce qu'on a parlé tout à l'heure en mode commando, il fallait régler un problème rapidement, etc. Donc là, c'est une autre problématique que de faire de l'acculturation par rapport à la neuroatypie. En fonction de ça, l'audit est important, et à partir de là, et du recueil qui a été fait, on fait des propositions concrètes d'accompagnement, que ce soit au niveau du board et des exécutifs de la société jusqu'au niveau managérial. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est d'accompagner la société pour faire en sorte que le lien soit plus accessible pour tous, pour faire en sorte que cette neuroatypie au sein de la société soit acceptée par tous. Donc oui. Mais de toute façon, on reviendra vers vous merci. avec différents. Ouais, donc voilà, donc je peux venir dans votre école. Ok, entendu. C'est super. Merci. Vous revenez vers nous. Je ne sais pas, vous êtes qui je vous recontacterai en privé suite au webinaire. Et voilà, on prendra le temps de la discussion si vous le voulez bien. Parce que vraiment, j'ai plein de questions à vous poser et j'aimerais bien, si possible, vous faire intervenir partout quand ce sera possible. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Excuse-moi, Catherine, on a encore une autre question. Zut, oui. Bien sûr. Juste pour revenir, attends, Catherine, juste pour revenir, Najwa, donc on va revenir vers vous inquiétez pas par rapport à ça, sur les actions de Catherine. Et puis je donne la parole à Céline. Céline, c'est à vous, si vous pouvez pencher. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux et sur le fait qu'aujourd'hui, on a au sein de très, très grandes structures qui recrutent notamment cette génération Z, mais pas que, Y et autres, et qui se rend compte, notamment, je pense au Boston Consulting Group, qui fait des week-ends d'intégration pour la communauté LGBT. Oui. Donc, j'ai pensé à vous le dire à tous les deux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de grands groupes qui aujourd'hui intègrent dans leurs équipes des gens qui sont en effet LGBT, mais aussi qui sont neuroatypiques et qui ne le savent pas et qui peuvent cumuler évidemment les 2, les 3, les 4, on s'en fiche, mais peu importe. Et ce serait intéressant de voir au niveau des RH et au niveau des grandes écoles, telles que le SCP et autres, comment ces profils-là sont vécus, vus et intégrés, parce qu'on peut très bien être major de sa promo et avoir beaucoup de difficultés après dans la vie traditionnelle de travail, d'intégration. Tant qu'un HPI est nourri, il est heureux parce qu'il apprend. Et le jour où il apprend plus, ou en tout cas, il ne peut pas mettre ses compétences à profit, ce jour-là, il se tarit. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Bah, tu as raison. Merci beaucoup. Mais Céline, moi j'en profite pour lancer un appel. Moi, effectivement, je veux faire bouger les lignes au niveau de l'enseignement aussi supérieur. Et parce que c'est à ce moment-là que les jeunes adultes commencent à se poser quand même pas mal de questions.
et j'aimerais bien être mis en contact avec des directeurs d'école pour justement animer des ateliers, faire des formations, parce que c'est des futurs managers et donc c'est eux qui doivent apprendre à devenir managers neuro-inclusifs. C'est dès ces écoles de commerce, hein, si on veut faire changer rapidement les choses. Donc voilà, si quelqu'un peut me mettre en contact, je suis preneuse et je vous remercie d'avance. Voilà. Très bien, merci à tous. Finalement, on aura tenu 1h15 à échanger sur ce sujet. Donc, ravi d'avoir vu que vous étiez aussi nombreux à vous intéresser à cela. Donc, les next steps pour nous, c'est de vous remercier par email en vous envoyant différents éléments, présenter ce que fait Catherine sur ses actions, et puis continuer à discuter en one-to-one évidemment. Merci pour vos applaudissements digitaux. Et puis pour vos encouragements, cette vidéo sera en ligne et on vous fera parvenir le lien pour pouvoir la regarder si vous avez raté éventuellement. Et puis évidemment, n'hésitez pas à la partager aussi auprès de votre entourage parce que c'est un sujet qui forcément intéresse puisque c'est 20%, donc il y a forcément quelqu'un autour de vous qui n'a pas pu être là ce soir et qui sera ravi de regarder en replay cette émission. Merci Céline, merci à tous. Catherine, merci beaucoup. Merci Fabrice, merci à toi. Merci à toi. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci. Ouais. Bonne soirée. Ciao.